Évidemment, personne ne l'a cru, on a quand même publié l'article. Voilà l'article. C'est en live ici. Alors vous voyez, pendant toute l'année, prends la photo pendant ce temps. Je vais y aller comme ça. Toute l'année 1994, ici, ils ont sélectionné 142 étoiles et ils n'en ont trouvé qu'une qui pouvait répondre à leurs conditions d'expérimentation, et ils ont finalement trouvé celle-ci. Alors vous avez tout le détail, bon, on va pas tout mesurer. C'est donc une planète qui est gazeuse, qui est extrêmement chaude et qui se trouve très près. Donc tout ça pour dire que nos planètes, celles que nous connaissons, ne sont pas à leur place. Enfin, ne sont pas à leur place. Elles y sont, puisque nous vivons avec. Mais dès le début, un mathématicien français, Laplace, dès 1820, ne comprenait pas pourquoi notre Jupiter était là où il est et non pas là où il aurait dû être. Mais il aurait dû être non pas là où Mayor l'a trouvé, mais beaucoup plus loin en raison de sa masse. On s'est aperçu également que Mars est trop petit. Pas normal que Mars soit aussi petit, trop petit et trop loin. On ne comprend pas non plus pourquoi Saturne a des anneaux et pas les autres, parce que normalement toutes les planètes doivent avoir des anneaux. Pourquoi Saturne lui aussi est trop loin ou trop plein, et puis tant qu'on y est, Uranus et Neptune sont trop loin et mal placés, autrement dit c'est le foutoir total. C'est pas de ma faute, hein. Moi je ne fais que reproduire ce que j'ai cru comprendre. Donc nous allons voir. Alors du coup, tout le monde s'est dit, lorsqu'on voit des planètes, ben, il doit y avoir des choses qui tournent tout autour. Alors vous avez des... Vous voyez, c'est joli quand même. Hein. Voilà, il y a des planètes partout, sachant qu'il y a à peu près 350 milliards de galaxies. Dans une galaxie, il y a à peu près 200 milliards d'étoiles. Chaque étoile peut avoir 5 à 10 planètes. Vous faites la multiplication vous-même. Donc les Américains, comme d'habitude, ont envoyé un télescope dans l'espace, le télescope Kepler, en 2009, qui s'est arrêté en 2013. Auparavant, les Français avaient envoyé un petit satellite qui s'appelait Corot, dont la responsable était Anne Blangin, je ne sais plus. Blangin? Non, ça ne pas. Peu importe, ça est sympa. Et donc, ce satellite télescope n'a scruté que 1 degré carré de ce qu'il voyait, de son espace dans l'univers, et il a trouvé 3600 candidats découverts, parce qu'il y a des calculs très compliqués, je n'ai pas voulu vous les montrer pour ne pas vous faire peur. Donc, maintenant qu'on a emmagasiné des séries de mesures, on est en train de voir ce qui se passe. Alors on fait les dépouillements à Arecibo, je ne me rappelle plus à quel endroit. À Porto Rico, merci. Et dans un volcan qui est peut-être éteint, on a mis une grande antenne qui capte les ondes radio. Et il y a un laboratoire que vous voyez ici en bas, où les gens cherchent. Alors voici le catalogue officiel. Sur les 3602 candidats qu'on a trouvés, pour l'instant, il y a 1010 exoplanètes qui sont confirmées. Alors, vous voyez ici, je vais me lever. Vous voyez ici, il y a en ordonnée des planètes selon leur nature, des planètes terrestres ici, des planètes gazeuses ici, et en ordonnée, vous avez la température de leur environnement. Alors on se trouve, et au milieu, alors ici vous avez une zone chaude, là une zone froide, et là une zone à peu près tempérée, où on pourrait peut-être vivre. Alors vous voyez tout de suite qu'ici, ce sont des planètes qui ressemblent à la Terre, on en a trouvé 0. Des terres qui seraient très chaudes, on en a trouvé 11. Par contre ici, on a trouvé 425 planètes gazeuses qui ressembleraient à Jupiter. Et dans les unités de mesure, autant l'unité de longueur, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, et l'unité de masse, c'est la Terre elle-même. Ce sont des planètes qui ont une masse supérieure à 50 terres.
Donc on se retrouve avec des planètes extrêmement chaudes. Vous voyez un peu ici cette espèce de thermomètre. Là vous voyez nos belles planètes en bas, Earth c'est la Terre. Voilà les planètes qu'on appelait Kepler numéro machin. Elles sont toutes dans le haut. Les ordonnées représentent une température, même si vous avez des degrés Kelvin ou Fahrenheit, c'est à peu près pareil. Vous voyez que chez nous, l'eau gèle ou bout. Déjà vers Mercure et Vénus, le plomb fond. Quand on commence à attaquer ces planètes, on a de la lave en fusion, de l'or qui fond, du fer qui fond. Autrement dit, il y a encore un autre problème. Donc, on s'est mis à étudier ces 400, ce qu'on appelle des Jupiters chauds, dont la température surfacique est de 2500 degrés. Et alors pour ça, il faut se souvenir que chaque planète a un noyau. Ces noyaux ont été découverts par les sondes, et notamment la sonde Voyager dont on parle maintenant, qui, au passage des planètes, faisait des mesures de comparaison de gradient de gravité. Alors, chaque planète, vous voyez, a un noyau, toutes les planètes, quelles qu'elles soient. Sur la Lune, on n'en est pas sûr, parce qu'on n'a pas trouvé. Alors, c'est très important, parce que ces noyaux, ce sont les vestiges des chocs entre planètes que l'on a vus au tout début de l'exposé, et qui retiennent ensuite l'énergie du choc. Vous voyez ici, ça devient juste des noyaux. Alors ça veut dire que les collisions libèrent beaucoup d'énergie, potentielle et gravitationnelle, sous forme de chaleur, et ça veut dire que les jeunes planètes sont donc liquides. Alors voici à gauche une planète jeune, à droite une planète, disons, adolescente ou presque majeure. Ça veut dire que si elle est liquide, les éléments les plus lourds par gravité vont couler et vont se retrouver au centre. Et donc on va avoir des cœurs d'éléments les plus lourds, c'est-à-dire le fer et le nickel, et progressivement, par refroidissement, il va y avoir un manteau de silicate et donc une croûte, et ça c'est très important. Alors également, par conservation du moment cinétique, il paraît qu'on ne l'apprend plus maintenant, on a eu peur, je ne sais pas. On doit bien l'apprendre quelque part quand même. Conservation du moment cinétique, nous avons un champ gravitationnel qui est dû justement à ce noyau, qui va créer un effet dynamo qui va permettre d'avoir un champ magnétique qui va être dans les lignes de force, on va être mesuré par des boussoles. Alors c'est très important pour la Terre. Alors vous voyez, on s'éloigne de plus en plus des conditions qui vont faire une habitabilité des planètes qu'on va trouver. Donc on va avoir un bouclier magnétique qui va être dû au noyau ferreux et qui va nous protéger des vents de notre étoile. Par contre, quand on va un peu plus loin sur des planètes, des géantes gazeuses telles qu'Uranus et Neptune, on sait qu'ils ont des noyaux que l'on voit ici. Voici ici un noyau, ici un autre noyau, et on a trouvé que ce noyau était entouré par de la glace d'eau, de l'H2O, en ultra haute pression. Alors ça a été un mystère jusqu'en 2005, donc c'est quand même pas très vieux, vous savez, on vous donne des informations, dernier cri. Et alors les noyaux sont très grands, par exemple le noyau de Jupiter, c'est à peu près 10 masses terrestres. Alors on s'est dit, il est impossible que ces planètes gazeuses à noyau glacé soient nées aussi près d'une étoile qui, elle, est très chaude. Vous voyez toutes les planètes qu'on a trouvées, Kepler, etc., très très près de leur étoile. Ça veut donc dire qu'elles n'étaient pas là au début, et donc elles ont migré d'une position beaucoup plus lointaine. Et donc ça introduit la notion de migration de planètes. Alors vous avez ici, alors les deux personnes qui ont trouvé ça, c'est justement le Chun-Ling Li, celui qui a dit à Nature, il faut publier l'article de Mayor, et puis un grec qui s'appelle Papaloazou. Donc vous avez les planètes rocheuses qui, elles, n'ont pas beaucoup bougé, et par contre les planètes gazeuses, alors là c'était une joyeuse pétanque que nous allons étudier. Le problème, c'est que migration des planètes, il n'y avait pas de preuves scientifiques, et donc c'est ce qui va orienter des recherches qui ont cours encore actuellement. Alors comment prouver une migration de planète? C'est extrêmement simple. Une migration de planète, ça tourne autour d'une étoile, ça donne une orbite que vous voyez ici, et donc par conséquent, ah oui, là on ne voit pas bien du tout, là moi j'ai des cercles, vous voyez, ça veut dire qu'on va mesurer les rayons, et toutes les
les orbites vont soit s'agrandir si la planète va à droite, soit rétrécir si elle va à gauche. Donc ça va être des mesures de rayon. Alors pour ça, l'unité du CNRS en pointe se trouve à Nice, et c'est l'observatoire de la Côte d'Azur. J'ai la chance d'aller assez souvent, donc on ne dirait pas, mais la mer est là, mais vous ne la voyez pas. Mais la mer est là. Il y a une colline qui avait été achetée par un milliardaire, parce qu'au début du siècle, les milliardaires, ils n'achetaient pas des yachts, ils construisaient à leurs frais des coupoles d'observation. Donc ces gens-là vont chercher des preuves de migration, et ce groupe du CNRS va s'appeler Lagrange, parce qu'on va utiliser justement les équations de Lagrange. Donc voici ça, on le reverra souvent, c'était le système solaire à son origine. Alors voici la grande coupole de l'observatoire de Nice, qui est magnifique, qui a été construite par Garnier, le monsieur qui a construit l'opéra.